ma mère m'a fait asseoir avec des papiers de frais de scolarité, et m'a dit, si tu aimais vraiment ton frère, tu paierais pour son avenir, juste après que j'ai acheté ma première maison. Alors, je lui ai répondu, je me souviens que tu m'as dit de me débrouiller seul, quand j'avais 15 ans. J'ai 27 ans maintenant. Mais cette histoire commence, à l'époque où j'avais environ 15 ans. J'ai toujours été le genre de personne, qui déteste avoir l'impression de devoir quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'est peut-être parce qu'en grandissant, mes parents tenaient une sorte de tableau des scores tacites, dans leur tête. Chaque repas, chaque trajet, chaque faveur qu'ils nous accordaient, n'était pas vraiment gratuit. Ils remettaient ça sur le tapis des mois, voire des années plus tard, comme une facture qu'ils attendaient que je rembourse. Cela m'a donné l'impression, que même le simple fait d'être élevé par ses parents, était quelque chose que je devais mériter. Et quand on est adolescent, ça laisse des traces. L'argent a toujours été un sujet compliqué, dans notre maison. Mes parents n'étaient pas pauvres. Ils avaient tous les deux des emplois convenables, mais mon petit frère, Ryan, était leur enfant chéri. Il a 3 ans de moins que moi. Et depuis le moment où il est né, tout semblait graviter autour de lui. Entraînement de football privé, camp de vacances hors de prix, vêtements de marque haut de gamme, et peu importe combien cela coûtait, maman et papa n'ont jamais hésité. Pour moi, cependant, les choses étaient différentes, si je voulais quelque chose qui dépassait le strict nécessaire. La réponse était soit, tu n'en as pas besoin, soit, trouve-toi un travail, et achète-le toi-même. Alors, c'est ce que j'ai fait. À 15 ans, pendant que Ryan passait ses week-ends à jouer des tournois, ou à traîner avec ses amis, je débarrassais les tables, dans un petit restaurant du coin. Ce n'était pas très glamour, mais cela me donnait mon propre argent, et plus important encore, mon indépendance. Ce travail en a entraîné un autre, puis un autre. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais des économies. Pas énormément, mais suffisamment pour m'aider à payer l'université communautaire, sans demander un seul centime à mes parents. Je me souviens que mon père a fait un commentaire désinvolte, disant que je me croyais supérieur aux autres, parce que je n'avais pas besoin de leur aide. À l'époque, j'en ai juste ri. C'est à l'université que le fossé, entre ma famille et moi, s'est encore creusé. Pendant que je jonglais avec 2 emplois à temps partiel et mes cours, Ryan se cherchait, ce qui apparemment signifiait abandonner l'université après un semestre, et passer les quelques années suivantes à enchaîner les petits boulots, en démissionnant à chaque fois. Il ne s'entendait pas bien avec la direction. Mes parents avaient toujours une excuse toute prête, pour le justifier. Il essaie juste de trouver sa voie. Il a beaucoup de potentiel. Tu sais, il n'est pas comme toi, Daniel. J'ai commencé à remarquer un schéma. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était balayé d'un revers de main, comme si ce n'était pas grand-chose. Mais si Ryan faisait le strict minimum, c'était une célébration familiale. Quand j'ai eu 24 ans, j'ai décroché un emploi solide, dans le domaine de la technologie. Ce n'était pas très prestigieux au début, mais j'ai travaillé dur, j'ai appris tout ce que je pouvais, et j'ai commencé à gravir les échelons. En moins d'1 an, je gagnais assez d'argent, pour enfin songer à quitter mon appartement exigu. Je ne l'ai pas dit à mes parents tout de suite. Je savais comment ils étaient, mais j'ai commencé discrètement à chercher des maisons. Chaque visite libre à laquelle j'assistais me semblait irréelle, comme si je me rapprochais de quelque chose, qui m'avait toujours paru impossible, pour quelqu'un comme moi. Le jour où j'ai signé pour ma première maison, je tremblais d'excitation. Ce n'était pas un manoir, mais c'était à moi. J'avais travaillé pour chaque brique, pour chaque euro de cet apport personnel. J'ai invité mes parents et Ryan à dîner, pour leur faire la surprise, en pensant que peut-être, ils seraient fiers. Ce fut ma première erreur. Dès l'instant où ils ont franchi la porte, j'ai pu le lire sur le visage de ma mère. Elle n'était pas heureuse pour moi. Elle calculait. Ses yeux ont balayé l'endroit, comme si elle faisait un inventaire. Mon père a fait une blague, disant que j'avais secrètement gagné à la loterie. Et Ryan, lui, a à peine prononcé un mot, il s'est juste promené, comme s'il inspectait les lieux. La seule réaction sincère que j'ai eue venait de ma tante, qui nous accompagnait, et qui n'arrêtait pas de dire à quel point elle était impressionnée. Mais quand nous nous sommes assis pour manger, les commentaires ont commencé. « C'est joli », a dit ma mère. « Mais tu ne penses pas que c'est un peu trop grand, pour quelqu'un de ton âge ?» « Ouais », a renchéri Ryan. « Tu aurais probablement pu aider pour d'autres choses, au lieu de faire des folies pour ça. »
Je me souviens avoir posé ma fourchette lentement, et avoir demandé, de quelle autre chose il parlait. Et c'est là que ma mère m'a lancé ce regard, comme si j'étais censé savoir exactement ce qu'elle voulait dire. Ton frère a parlé de reprendre ses études, a-t-elle dit. Mais tu sais à quel point c'est cher. Nous avons pensé que peut-être, eh bien, puisque tu as cette grande maison maintenant, tu aurais pu participer un peu, pour l'aider à prendre un bon départ. Ça m'a fait l'effet d'une gifle. Pas une seule fois, il n'avait demandé si j'avais besoin d'aide, pour mon apport personnel, pour mes meubles, ou pour mes factures. Mais maintenant que j'avais quelque chose à moi, c'était déjà mentalement alloué à Ryan. J'ai essayé de garder une voix calme. J'ai travaillé pour avoir ça. Je ne vous ai rien pris. Pourquoi serais-je censé payer, pour les choix de Ryan? L'atmosphère s'est tendue. Mon père a marmonné quelque chose sur le fait, que la famille est de la famille. Et Ryan m'a regardé, comme si je l'avais personnellement trahi. J'ai mis fin à ce dîner plus tôt que prévu. Au moment de partir, ma mère m'a pris dans ses bras, le genre d'étreinte qui ressemble plus à une pression, et m'a chuchoté, ne sois pas égoïste, Daniel. Nous en reparlerons. Je pensais que ça finirait peut-être par passer. J'avais tort. Au cours des semaines suivantes, de petites remarques ont commencé à s'immiscer, dans chaque conversation. Ma mère m'appelait pour dire des choses comme « Ryan a cherché des cours, mais nous n'y arriverons tout simplement pas, sans un peu d'aide. » Et c'est tellement dommage, quand des membres de la famille ont les moyens d'aider, et ne le font tout simplement pas. Mon père n'arrêtait pas de me rappeler, tout ce qu'ils avaient fait pour moi en grandissant, ce qui était risible, compte tenu du peu de soutien financier qu'ils m'avaient réellement apporté. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, avant que la situation n'explose, est arrivée un dimanche après-midi. J'ai reçu un texto de Ryan. Il faut qu'on parle. Passe à la maison. Je me suis dit qu'il voulait peut-être s'excuser, ou au moins s'expliquer. Quand je suis arrivé, mes parents étaient là, eux aussi. Ils étaient assis à la table de la cuisine, avec des papiers étalés, des brochures universitaires, le détail des frais de scolarité, et une proposition sur la somme que je pourrais raisonnablement apporter, pour l'éducation de Ryan au cours des 4 prochaines années. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats, tellement c'était absurde. Vous m'avez sérieusement fait un plan de paiement, pour mon propre frère, ai-je demandé. Ma mère m'a lancé un regard noir. Ce n'est pas une blague, Daniel. C'est son avenir. Si tu tiens à ta famille, tu le feras. Et puis Ryan, sans aucune honte, a ajouté, je veux dire, ce n'est pas comme si tu n'avais pas d'argent. Tu as acheté une maison entière, mec. Pourquoi aurais-tu droit à tout ça, pendant que je suis coincé ici? Quelque chose s'est brisé en moi, ce jour-là. Je me suis levé, je leur ai dit que je ne donnerais pas un seul centime, et je suis parti. Je pensais qu'ils seraient peut-être en colère pendant un moment, ou qu'ils arrêteraient même de me parler un petit peu. Je ne pensais pas qu'ils iraient aussi loin, que ce qu'ils ont fait ensuite, car 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Elle venait d'un avocat. Et quand je l'ai lue, mes mains se sont remises à trembler. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de l'excitation. C'était de la rage. J'ai dû lire cette lettre une bonne douzaine de fois, avant de vraiment réaliser. Mes parents, mes propres parents, me poursuivaient en justice. Le motif évoquait quelque chose comme, le fait d'avoir volontairement privé un membre de la famille à charge, des opportunités nécessaires. Le membre à charge étant Ryan. Bien sûr, il tournait ça de manière à faire croire, que je l'avais d'une façon ou d'une autre empêché d'avoir accès à l'éducation, comme si mon refus de financer sa 2e tentative à l'université, revenait à lui voler de l'argent. C'était tellement scandaleux, que j'ai presque cru que ce devait être une sorte de bluff. La lettre exigeait un accord financier, d'un montant curieusement proche, du coût total de la scolarité qu'il m'avait montré à la table de la cuisine. Elle faisait également allusion, aux préjudices moraux que Ryan avait subis, parce que j'avais étalé ma réussite sous son nez. Je me souviens être resté assis là, à ma table à manger, mon café en train de refroidir, et de penser, ce n'est pas possible. Ils n'iraient sûrement pas jusqu'au bout. Mais ils l'ont fait. En l'espace d'une semaine, ma mère a commencé à m'appeler tous les jours, alternant à chaque fois, entre la culpabilisation et la colère. Un jour, c'était, Daniel, tu es en train de déchirer cette famille. Est-ce qu'un petit peu de générosité vaut vraiment la peine de nous perdre? Le lendemain, c'était, ton frère est dévasté. Il a l'impression que tu veux le voir échouer.
Elle pleurait parfois au téléphone, pendant de longues minutes sans rien dire, juste pour me donner l'impression que je la brisais. Pendant ce temps, Ryan redoublait d'exigence. Il a commencé à publier des pics vagues, sur les réseaux sociaux. Des trucs du genre, certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes, même si ça ruine la vie des autres. Tout cela accompagné d'émojis tristes, et de citations inspirantes sur la loyauté familiale. Bien sûr, ses amis et le reste de notre famille élargie, dont la plupart ne connaissaient pas toute l'histoire, commentaient des choses comme « c'est tellement injuste, et je suis vraiment désolé que tu traverses ça ». C'était comme s'il se montait une petite scène pour s'apitoyer sur son sort, et qu'il en profitait au maximum. J'ai commencé à remarquer les façons subtiles, dont mes parents déformaient la réalité auprès de nos proches. Lors de la fête d'anniversaire d'un cousin, ma tante m'a pris à part et m'a dit « j'aimerais juste que toi et Ryan puissiez régler ça. Il est tellement déprimé, depuis que tu as acheté cette maison. » Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, et elle m'a répondu « eh bien, tes parents nous ont dit que tu avais refusé de l'aider, après avoir gagné tout cet argent. » Aucune mention de la façon dont je me débrouillais seul depuis mon adolescence, ou de la façon dont Ryan avait déjà gâché de multiples opportunités, juste une version censurée et politiquement correcte, qui me faisait passer pour un être froid et égoïste. Ça a atteint un point, où j'ai commencé à redouter les événements familiaux. Lors du déjeuner dominical chez ma grand-mère, j'ai surpris mon père en train de dire à un voisin, que Daniel avait pris la grosse tête, et qu'il avait oublié d'où il venait. J'ai essayé de laisser couler. Mais c'était plus dur que je ne le pensais. On ne me dépeignait pas seulement comme le méchant. J'étais effacé. Des années de lutte, chaque sacrifice que j'avais fait, chaque heure supplémentaire, rien de tout cela ne comptait. La seule chose qui leur importait, c'était que je ne me pliais pas à leur volonté. Un soir, Ryan a carrément débarqué chez moi à l'improviste. Il n'a même pas frappé, il est resté planté devant, a sonné à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Il avait l'air suffisant, comme s'il avait attendu le bon moment pour me sortir une réplique. « Tu sais que tu vas perdre, pas vrai ?» m'a-t-il dit avec désinvolture. Maman et papa ont l'avocat et la famille de leur côté. Ce sera plus simple si tu paies maintenant, et que tu t'épargnes cette humiliation. Je n'arrivais pas à croire à une telle arrogance. Je lui ai dit de partir et, comme il ne bougeait pas, je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi. Nous sommes restés là, sous mon porche d'entrée, lui avec son demi-sourire narquois, et moi essayant de garder un ton calme. « Tu n'as aucun droit sur mon argent, Ryan, lui ai-je dit. Tu as eu chance sur chance, et tu les as toutes gâchées. C'est de ta faute, pas de la mienne. » C'est à ce moment-là qu'il a dit quelque chose, qui s'est vraiment incrusté dans mon cerveau. « Tu n'es arrivé jusqu'ici, que parce que tu as eu la vie plus facile que moi. Maman et papa étaient plus durs avec moi. Je mérite aussi d'avoir une chance équitable. Plus facile. » Il pensait sincèrement que ma vie avait été plus facile. Je l'ai dévisagé pendant une longue seconde, avant de lui répondre, « Si tu penses que j'ai eu la vie facile, c'est que tu n'as vraiment pas fait attention. » Ensuite, je suis rentré à l'intérieur, et j'ai verrouillé la porte. À partir de cette nuit-là, les choses se sont encore aggravées. Mes parents ont arrêté de m'appeler directement, et ont commencé à passer par d'autres personnes, mes tantes, mes oncles, et même ma grand-mère. Je recevais des messages vocaux comme « Mon chéri, ta mère dit que c'est juste un malentendu. Peut-être que si tu envoyais un petit quelque chose à ton frère pour qu'il commence, nous pourrions tous passer à autre chose. » Ou bien « Daniel, tu sais, la tension artérielle de ton père n'est pas bonne. » Ce stress ne l'aide pas, chacun d'entre eux, était une nouvelle tentative pour m'avoir à l'usure. Pendant ce temps, le procès suivait son cours. J'ai dû engager mon propre avocat, juste pour me défendre contre ma propre famille. Chaque document qui arrivait portait leur nom, mes parents, mon frère, noir sur blanc. Peu importait que ce soit absurde, ou que je sache que j'allais gagner. Le poids émotionnel de tout ça était écrasant. La nuit, je m'allongeais dans mon lit, et je me demandais comment les mêmes personnes, qui étaient censées me protéger, pouvaient se transformer de la sorte. Et puis, est arrivé le moment où j'ai réalisé, qu'ils n'essayaient pas seulement de m'extorquer de l'argent. Ils essayaient de prendre quelque chose de beaucoup plus grand. Tout a commencé par un message vocal, laissé par mon agent immobilier, de toutes les personnes possibles. Elle avait l'air inquiète. Elle m'a dit qu'elle avait reçu une étrange demande au sujet de ma maison, lui demandant si elle était disponible à l'achat ou à la location, car l'occupant actuel risquait de ne plus y rester très longtemps.
Elle ne m'a pas donné de nom, mais je n'en avais pas besoin, car il n'y avait que 3 personnes qui savaient exactement comment me frapper, là où ça ferait le plus mal. J'ai rappelé mon agent immobilier immédiatement, et elle a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La demande ne venait pas d'un illustre inconnu. Elle venait de ma mère. Elle avait réellement appelé mon agent immobilier, en se faisant passer pour une amie de la famille, et avait posé des questions sur ma maison, comme si elle était simplement curieuse. Mais mon agent, sentant que quelque chose clochait, l'avait un peu poussé dans ses retranchements, et avait découvert que ma mère avait insinué que je ne serais peut-être plus en mesure de garder la propriété très longtemps, et que ce serait dommage qu'elle soit perdue. Alors qu'un autre membre de la famille pourrait l'utiliser. Ma poitrine s'est serrée. Un autre membre de la famille. Il n'y avait aucun doute sur la personne à qui elle faisait référence. Il n'essayait pas juste de me soutirer de l'argent. Il préparait le terrain pour me prendre ma maison. Je suis resté assis là, à la table de ma cuisine, le téléphone à la main, à regarder par la fenêtre pendant ce qui m'a semblé être des heures. Il ne s'agissait plus seulement de favoritisme. Il ne s'agissait plus seulement du fait que Ryan se croyait tout permis, ou que mes parents essayaient de me faire culpabiliser. C'était une manœuvre délibérée, pour détruire tout ce pourquoi j'avais travaillé. L'endroit que je m'étais battu pour acheter, le seul symbole d'indépendance que j'avais vis-à-vis d'eux. Ils tournaient déjà autour, comme des vautours. Plus j'y pensais, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Ce premier dîner où je les avais invités, la façon dont les yeux de ma mère avaient scruté l'endroit, son commentaire disant que c'était un peu grand pour quelqu'un de mon âge, les pics de Ryan sur le fait que j'avais tout ça, pendant qu'il était coincé chez eux. Tout ça menait à ce point précis. Le procès ne concernait pas seulement les frais de scolarité. S'il pouvait me dépeindre comme quelqu'un qui avait injustement privé Ryan de ses chances, il pourrait transformer ça en un moyen de pression juridique sur mes biens et sur ma maison. Et puis, le vrai coup de grâce est arrivé. J'ai reçu un email de mon avocat, me transférant une nouvelle modification apportée à leur dossier. Il y était affirmé qu'une partie de la raison pour laquelle ils demandaient des dommages et intérêts était parce que la situation de vie actuelle du défendeur avait été acquise grâce à des fonds qui auraient pu être alloués au soutien de l'éducation et du développement de carrière du plaignant. En d'autres termes, ils essayaient d'argumenter que ma maison elle-même était la preuve de mon égoïsme et d'une mauvaise répartition des ressources. Ils ne se contentaient plus d'y faire allusion. Ils le mettaient par écrit, dans un document juridique. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Je n'avais même pas préparé ce que j'allais dire. J'avais juste besoin d'entendre sa voix, et de comprendre comment elle pouvait justifier une telle chose. Elle a décroché après quelques sonneries, et sa voix était mielleuse à souhait, comme si de rien n'était. « Daniel, j'étais justement en train de dire à ta tante à quel point je suis fier de toi. »« Arrête ça, maman, lui ai-je répondu, la voix tremblante. »« Pourquoi as-tu appelé mon agent immobilier ?» Il y a eu un silence. Puis, sans se démonter, elle a soupiré. Je veillais juste aux intérêts de la famille. Si les choses ne tournent pas en ta faveur au tribunal, il vaudrait mieux que la maison reste au sein de la famille, plutôt que d'aller à des étrangers. Tu sais, Ryan en prendrait bien soin. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Tu es en train de planifier la perte de ma maison, avant même que le procès ne soit terminé. Tu as déjà décidé que j'étais coupable. Ce n'est pas une question de culpabilité, Daniel. Il s'agit de faire ce qui est juste, pour ton frère. Il a traversé tellement d'épreuves. Tellement d'épreuves, les jeux coupés. Il a eu toutes les opportunités qu'on lui a servies sur un plateau d'argent, pendant que je me débrouille seul depuis que je suis adolescent. J'ai travaillé pour avoir cette maison. Tu ne m'as jamais aidé, pas une seule fois. Et maintenant, tu crois que tu peux juste la prendre. Son ton s'est fait plus tranchant. Ne sois pas dramatique. Tu ne serais pas là où tu en es, sans la façon dont nous t'avons élevé. Nous avons aussi fait des sacrifices. C'est ta chance de renvoyer l'ascenseur. Renvoyer l'ascenseur. Cette expression m'a frappé de plein fouet. C'était la même chose qu'elle avait dite quand j'avais 16 ans, et que j'avais refusé de céder la moitié de mon salaire, pour aider aux dépenses de la maison, alors que Ryan pouvait dépenser son argent de poche dans des jeux vidéo. C'était la même phrase qu'elle avait utilisée lorsque j'avais refusé d'être son co-signataire pour un prêt automobile, quand il avait 21 ans. Pour elle, mon succès n'était pas le mien. C'était une dette que je leur devais, une dette qu'ils pouvaient réclamer quand ils le voulaient.
J'ai raccroché, sans dire un mot de plus. Mes mains tremblaient tellement, que j'ai failli faire tomber le téléphone. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui me nouait l'estomac. Un mélange de trahison, et de lucidité. Parce qu'à cet instant, j'ai enfin compris qu'il n'allait jamais s'arrêter. Peu importait combien je m'expliquais, ou combien je leur prouvais que j'avais construit ma vie sans leur aide. Dans leur esprit, les échecs de Ryan étaient de ma responsabilité, et tout ce que je possédais, était à leur entière disposition. La seule justice à laquelle ils croyaient, c'était celle où Ryan sortait gagnant, même si cela impliquait de me détruire complètement. La semaine suivante, les choses ont empiré. J'ai appris par un ami commun, que Ryan s'était vanté. Il s'était vanté auprès de quelques potes, que la maison serait bientôt à lui. L'un d'eux a apparemment demandé si je vendais, et Ryan a eu un petit sourire en coin, et a dit, pas exactement. Disons juste que maman et papa s'en occupent. Entendre ça, a brisé quelque chose en moi. J'avais passé des années à avaler des petites piques, en les laissant grignoter mes réussites, parce que je ne voulais pas faire de vagues. Mais maintenant, ils essayaient de me dépouiller de la seule chose, qui symbolisait toutes ces années de labeur. Toutes ces nuits où je m'étais privé, pour pouvoir économiser en vue d'un avenir, auquel personne d'autre ne croyait. Et c'est là que j'ai pris une décision. S'ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. Mais je n'allais pas la mener selon leurs règles. J'allais m'assurer que lorsque je contre-attaquerais, ils regretteraient d'avoir un jour pensé, qu'ils pouvaient prendre ce qui m'appartenait. Les semaines qui ont suivi, m'ont donné l'impression de marcher dans des sables mouvants. Chaque jour apportait un nouveau coup dur, un nouveau rappel que ma propre famille s'était érigée en ennemi. Mon avocat faisait ce qu'il pouvait, mais chaque nouvelle pièce déposée par leur camp était comme un coup de poing dans le ventre. Le vocabulaire employé était si froid, si calculé, que c'était comme s'ils m'avaient effacé en tant que fils, pour me réécrire comme un adversaire sans visage, qu'ils se devaient d'abattre au tribunal. J'ai commencé à mal dormir. Certaines nuits, je fixais le plafond pendant des heures, mon esprit tournant en boucle. Et s'il gagnait par miracle? Et s'il prenait la maison? Où irais-je? Que me resterait-il? Ma maison avait toujours été mon sanctuaire, le premier endroit où je pouvais fermer la porte, et savoir que personne ne pourrait faire irruption, pour me dire quoi faire. Maintenant, le simple fait de m'asseoir dans mon salon me rendait tendu, comme si les murs n'étaient plus à moi. Mon travail a commencé à en pâtir, lui aussi. Je me surprenais à être dans la lune pendant les réunions, à rater des échéances, parce que j'étais noyé sous la paperasse juridique. Mon patron l'a remarqué, et même s'il s'est montré compréhensif quand je lui ai dit qu'il s'agissait d'une affaire juridique familiale, je pouvais voir que sa patience ne durerait pas éternellement. J'avais travaillé si dur, pour me bâtir une réputation de personne fiable, comme quelqu'un capable de gérer tout ce qu'on lui confiait, et maintenant je la voyais se fissurer. Le pire, c'était l'isolement. Mes parents avaient fait un si bon travail, pour contrôler la version de l'histoire, que la majorité de ma famille élargie, pensait que j'étais cruel. Les invitations aux anniversaires, aux dîners, et même aux petites réunions décontractées, ont commencé à se faire de plus en plus rares. Je voyais des photos publiées en ligne, de grandes photos de groupe tout sourire, avec des légendes du genre, la famille avant tout, et il y avait Ryan avec un grand sourire au milieu, avec mes parents de chaque côté. On ne me mentionnait même plus. Un soir, j'ai ouvert mon réfrigérateur, et j'ai réalisé que je n'avais pas fait de vraies courses, depuis des semaines. Je survivais à base de plats à emporter, et de tout ce que je pouvais attraper à l'épicerie du coin, parce que je n'avais pas l'énergie de faire les magasins. En me tenant là, dans la faible lumière du réfrigérateur, à fixer une boîte d'œufs entamée, et une demi-bouteille de jus d'orange, j'ai senti une énorme vague de désespoir s'abattre sur moi. Il ne s'agissait plus seulement du procès. C'était le sentiment que, quoi que je fasse, je serais toujours l'étranger, au sein de ma propre famille. Mais dans ce moment de faiblesse, une autre étincelle a jailli, elle aussi. Je me suis souvenu du temps où j'avais 15 ans, debout derrière le comptoir de ce petit restaurant un vendredi soir, les mains à vif à force de faire la plonge, sachant que je devais me lever tôt, pour faire un double service le lendemain. J'avais fait ça pendant des années, sans aucun filet de sécurité, sans que personne ne m'encourage. Chaque pas que j'avais fait depuis lors, c'était parce que j'avais refusé d'abandonner, quand il aurait été plus facile de baisser les bras. Et c'est là que j'ai décidé, que je n'allais pas les laisser tout me prendre. J'ai arrêté de répondre à leurs appels. J'ai dit à mon avocat de gérer toutes les communications,
même les plus insignifiantes, pour que je n'ai plus à entendre leur voix, ou à lire leurs messages manipulateurs. J'ai commencé à examiner discrètement mes finances, en m'assurant que tous les biens que je possédais étaient verrouillés, et que chaque compte était sécurisé. J'ai demandé mon dossier de crédit, pour vérifier s'il n'y avait rien de suspect. J'ai même installé un système de sécurité dans ma maison, au cas où Ryan déciderait de passer à l'improviste, une fois de plus. En public, je jouais la carte du calme. Si quelqu'un me demandait comment j'allais, je répondais juste que je gérais la situation, et je changeais de sujet. Mais en privé, je construisais quelque chose, un plan, car je savais que si je les affrontais de front, ils continueraient simplement à déformer l'histoire, jusqu'à ce que je passe pour l'agresseur. Non, je devais être plus intelligent. Je devais les laisser creuser leur propre tombe, et m'assurer qu'ils ne pourraient plus en sortir. La première étape consistait à rassembler des preuves, pas seulement pour le tribunal, mais pour moi. Des preuves de chaque appel manipulateur, de chaque commentaire sournois, et de chaque fois où ils avaient essayé de me rabaisser. Si j'allais contre-attaquer, je voulais que tout soit noir sur blanc. Malgré tout, je faisais profil bas. En apparence, on aurait dit qu'ils m'avaient réduit au silence. Et c'est peut-être ce qu'ils croyaient, ce qui était exactement ce que je voulais. Parce que quand vous êtes au fond du trou, personne ne s'attend à vous voir remonter. Et j'allais m'assurer que mon retour les frapperait plus fort qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. C'est étrange comme, une fois que vous cessez d'alimenter le drame de quelqu'un, il commence à penser que vous avez disparu. Mes parents et Ryan semblaient prendre mon silence, comme la preuve qu'ils étaient en train de gagner. En réalité, cela m'a donné l'espace dont j'avais besoin pour me reconstruire. Pas seulement mes défenses, mais ma vie. Le premier changement est survenu au travail. Mon patron m'a convoqué dans son bureau un après-midi, et je me suis préparé à recevoir de mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, il a fermé la porte et a dit, « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais je sais que tu es doué dans ce que tu fais. Si tu peux te concentrer, je suis prêt à te mettre sur un projet, qui pourrait mener à une promotion. » C'était comme si quelqu'un avait entrouvert une fenêtre dans une pièce étouffante, une bouffée d'air frais. Je me suis jeté à corps perdu dans ce projet. De longues heures, une planification méticuleuse, et des efforts supplémentaires. Je n'essayais pas seulement de faire mes preuves, auprès de mon patron. Je me rappelais à moi-même de quoi j'étais capable, et ça a marché. Le projet a été un succès, et quelques semaines plus tard, on m'a offert la promotion. Avec elle, est venue une augmentation de salaire significative, suffisamment importante pour que mon matelas financier s'épaississe, et que mes économies soient plus saines. Cela n'a pas effacé le stress du procès, mais cela m'a permis de me sentir de nouveau en sécurité. Pendant ce temps, mon avocat décortiquait discrètement leur dossier. Il avait réussi à obtenir des dossiers, sur les anciens emplois de Ryan, ses précédentes tentatives universitaires ratées, et même des messages où mes parents admettaient, qu'il l'avait beaucoup trop gâté. Chaque élément était un fil de plus, dans le tissu de leur hypocrisie. Je ne m'en suis pas vanté. Pas encore. J'ai juste tout classé, en laissant les preuves s'accumuler. En dehors du travail, j'ai recommencé à me concentrer sur moi-même. Je me suis réinscrit à la salle de sport que j'avais quittée des mois auparavant, en partie pour me vider la tête, et en partie pour me rappeler que mon corps n'avait pas à supporter le poids de tout ce stress. J'ai recommencé à cuisiner de vrais repas. Rien d'extravagant, mais il y avait quelque chose de thérapeutique, dans le fait de couper des légumes, et de m'asseoir vraiment pour manger. J'ai aussi commencé à renouer avec des gens, dont je m'étais éloigné. Pas les membres de la famille, qui avaient gobé la version de mes parents. Je les ai laissés à leurs photos de groupe et à leurs faux sourires, mais de vieux amis, des collègues en qui j'avais confiance, des gens qui me connaissaient, sans le filtre des ragots de ma famille. Petit à petit, j'ai reconstruit un cercle autour de moi, qui n'était pas empoisonné par leur manipulation. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai été invité à prendre la parole, lors d'un événement de réseautage local pour les jeunes professionnels. Quelqu'un avait vu les résultats de mon projet au travail, et avait pensé que mon parcours professionnel était inspirant. En me tenant sur cette scène, et en racontant mon histoire, la partie professionnelle, pas les détails personnels chaotiques, j'ai réalisé que je n'étais plus ce gamin impuissant, qui débarrassait les tables. J'avais construit quelque chose. Et peu importe ce que ma famille pensait pouvoir me prendre, elle ne pourrait jamais me prendre ça. À chaque victoire, petite ou grande, je sentais l'équilibre se modifier. Mes parents avaient toujours leur procès.
Mais en dehors de la salle d'audience, leur emprise sur moi était en train de s'échapper. Ils ne pouvaient plus me culpabiliser, pour me faire répondre à des appels que j'ignorais. Ils ne pouvaient pas déformer mes mots, si je ne leur en donnais aucun. Ils devaient maintenant passer par des avocats pour tout, ce qui signifiait la fin des embuscades surprises devant ma porte d'entrée, ou des rencontres soi-disant accidentelles lors des réunions de famille. Le meilleur dans tout ça, c'est que pendant qu'ils s'affairaient à brûler les ponts avec moi, ils ruinaient aussi leur propre crédibilité. Une connaissance commune a laissé échapper, que certains proches commençaient à se demander pourquoi mes parents me traînaient en justice, au lieu d'aider Ryan à reprendre sa vie en main. Apparemment, Ryan s'était tellement vanté d'obtenir la maison, que même les gens de leur côté, commençaient à voir à quel point ça paraissait suspect. C'est à ce moment-là que j'ai su, que je ne faisais plus que survivre. Je gagnais du terrain. Ma carrière était plus solide. Mes finances étaient sécurisées. Et j'avais des alliés, qui voyaient clair dans leurs mensonges. J'étais désormais dans une position, où je n'avais plus à réagir à leurs attaques. Je pouvais planifier les miennes. Et même si je voulais riposter immédiatement, je me suis forcé à attendre, car j'ai compris que le timing était primordial. Les laisser penser que je vivais simplement ma vie. Que je passais à autre chose. Les laisser continuer à me sous-estimer, car la prochaine fois que je passerai à l'action, ce ne serait pas juste pour protéger ce qui m'appartenait. Le tournant décisif a eu lieu un mardi après-midi, de tous les jours. Je sortais d'une réunion client, quand mon téléphone a vibré, pour un email de mon avocat. L'objet indiquait « Demande de communication de pièces, erreur de la partie adverse ». À l'intérieur, se trouvait une chaîne de courriels transférés. L'avocat de mes parents avait accidentellement mis mon avocat en copie d'une chaîne de courriels, qui était censée rester interne à leur camp, et à l'intérieur, il y avait une véritable mine d'or. La chaîne portait principalement sur la logistique, des calendriers, des dates limites de dépôt, mais enfouie à mi-chemin, il y avait un message de ma mère à leur avocat, qui a fait s'accélérer mon rythme cardiaque. Elle avait écrit « Nous devons nous assurer que la maison de Daniel soit incluse dans tout accord de règlement. Ryan a déjà été en contact avec un ami agent immobilier, qui peut la mettre en vente, dès que les papiers seront signés. C'est le moyen le plus propre de lui assurer un nouveau départ. » C'était là, noir sur blanc. La preuve que le procès n'avait jamais eu pour but d'aider Ryan à faire des études. Il s'agissait de transférer ma maison, à son nom. Mon avocat débordait littéralement d'énergie, lorsque nous nous sommes parlé ce soir-là. Ça change tout, a-t-il dit. Ils ont essentiellement admis avoir des arrière-pensées. Nous pouvons utiliser ça. Mais je ne voulais pas seulement l'utiliser pour me défendre. Je voulais le transformer en la fondation de quelque chose de plus grand, quelque chose qui mettrait fin à leur capacité de refaire un tel coup, pour toujours. À peu près au même moment, le travail m'a offert une autre opportunité. Ma promotion m'avait placé à la tête d'une petite équipe, mais maintenant, on m'offrait un rôle de direction interdépartementale, sur un projet à haute visibilité. Ce rôle s'accompagnait de deux avantages majeurs. Des revenus nettement plus élevés, et des contacts avec des cadres supérieurs, dans des secteurs bien au-delà de ma portée actuelle. Le genre de personnes qui pouvaient, si nécessaire, ouvrir des portes, dont j'ignorais même l'existence. J'ai accepté sans hésitation. Non seulement cela renforçait encore davantage ma position financière, mais cela me donnait également de la flexibilité, la capacité de canaliser discrètement des ressources, là où je le souhaitais. Et l'une des premières choses que j'ai faites, a été d'engager un détective privé. Je ne voulais rien d'illégal ou d'intrusif. Je voulais juste la vérité. Je voulais savoir exactement ce que Ryan faisait, alors que son avenir était soi-disant en suspens, et si mes parents avaient l'habitude de faire des coups similaires, avec d'autres membres de la famille. Le détective ne m'a pas déçu. 2 semaines plus tard, j'avais un épais dossier sur mon bureau. À l'intérieur, se trouvaient des publications sur les réseaux sociaux, provenant de comptes que Ryan croyait privés, le montrant en train de faire des voyages, d'acheter des appareils électroniques coûteux, et même d'essayer des voitures. Pendant les mois où il prétendait avoir à peine de quoi joindre les deux bouts. Il y avait aussi des registres de propriété montrant que mes parents, il y a des années, avaient essayé de faire pression sur ma défunte tante, pour qu'elle leur vende un terrain pour une fraction de sa valeur. Quelque chose qui avait causé une rupture, dont plus personne ne parlait aujourd'hui. Plus je lisais, plus ma voix devenait claire. Je n'avais pas seulement besoin de gagner le procès. J'avais besoin de démonter le récit qu'ils avaient construit, pièce par pièce,
devant un public qui comptait. Pour ce faire, j'ai commencé à préparer le terrain discrètement. J'ai contacté quelques membres de la famille de confiance, qui étaient restés neutres, en partageant juste ce qu'il fallait pour semer le doute, sur la version des faits de mes parents. Je me suis assuré que mes dossiers financiers, mes antécédents professionnels, et les preuves de mon indépendance depuis mon adolescence, soient soigneusement documentés, horodatés, et prêts à être montrés à quiconque le demanderait. Et la meilleure partie, c'est que cette chaîne de mets incriminantes, n'était pas la seule erreur qu'ils avaient commise. Mon détective privé avait réussi à dénicher une conversation, enregistrée légalement dans un lieu public, où Ryan se vantait auprès d'un ami dans un bar, qu'il avait enfin trouvé le moyen, de tirer profit du fait d'avoir un frère riche. L'ami avait ri, lui demandant si j'avais donné mon accord, et Ryan avait répondu « Non, mec. C'est maman et papa qui s'en occupent. Une fois que ce sera à moi, je vendrai l'endroit, et je serai à l'abri pour des années. » J'ai écouté cet enregistrement 3 fois de suite, ressentant à chaque fois, la même froide lucidité s'installer en moi. Il pensait me coincer, mais en réalité, il m'avait déjà remis les outils, pour les faire tomber en morceaux. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était de choisir le moment parfait pour dégoupiller la grenade. J'ai attendu, non pas par hésitation, mais parce que je savais que le coup le plus dévastateur, n'était pas une attaque bruyante et colérique. C'était une frappe silencieuse, et précise. Mes parents et Ryan continuaient à avancer à toute vapeur avec leur dossier, complètement inconscients du fait, qu'ils avaient déjà préparé le terrain pour leur propre perte. La date d'audience approchait, et avec elle, la conférence préliminaire, la réunion où les deux parties exposeraient leurs positions les plus fortes, pour évaluer si un accord était possible. C'était là, mon heure de gloire. Quand nous sommes entrés dans la salle de conférence, mes parents étaient là, avec Ryan assis d'un air suffisant entre eux. Ma mère m'a fait ce sourire satisfait, qu'elle arborait quand elle pensait avoir le dessus. Mon père évitait mon regard, une démonstration silencieuse d'une fausse déception. Ryan, bien sûr, s'est adossé à sa chaise, comme s'il était déjà en train de signer l'acte de propriété de ma maison. Le médiateur a commencé par les salutations d'usage, puis a demandé à mon avocat de parler en premier. Nous nous étions mis d'accord au préalable. Pas d'émotion, pas de long discours, juste des faits. Mon avocat a fait glisser un fin classeur, de l'autre côté de la table, vers eux. Ceci, a-t-il dit, est la documentation complète, de l'indépendance financière de mon client depuis l'âge de 15 ans. Relevé d'emploi, déclaration de revenus, preuve de paiement des frais de scolarité, et reçu d'achat immobilier. Vous remarquerez que pas un seul centime n'est venu de ses parents à aucun moment. Ryan a reniflé doucement, mais mon avocat ne s'est pas arrêté. Il a ouvert le classeur, à une page marquée d'un post-it. Et ici, a-t-il dit d'un ton neutre, se trouve un email des plaignants, avec leurs propres mots, confirmant que l'objectif principal de ce procès est d'obtenir la maison du défendeur, pour la transférer à une tierce personne. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs si vite, que c'en était presque comique. Les lèvres de mon père se sont pincées, en une ligne fine. Ryan s'est penché en avant, essayant de lire la page, sa confiance vacillante. Et enfin, a dit mon avocat, en appuyant sur un bouton de son ordinateur portable, un court extrait audio. La voix de Ryan a résonné dans la pièce. Non, mec. C'est maman et papa qui s'en occupent. Une fois que ce sera à moi, je vendrai l'endroit, et je serai à l'abri pour des années. Silence. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. Mon avocat a laissé le silence planer pendant 5 bonnes secondes, avant de dire, compte tenu de ces faits, nous pensons que le tribunal ne se contentera pas de rejeter l'affaire, mais trouvera des motifs justifiant le dépôt d'une demande reconventionnelle pour dommages et intérêts, incluant les frais de justice et l'atteinte à la réputation. Le médiateur s'est raclé la gorge et a regardé leur avocat. Souhaitez-vous répondre ? Le visage de leur avocat était tendu, sa mâchoire se contractant, comme s'il mâchait des clous. Il s'est penché vers mes parents, en leur chuchotant de manière urgente. Ma mère a secoué la tête rapidement, les yeux balayant la pièce vers moi, avec quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Ryan a marmonné quelque chose dans sa barbe, ce qui lui a valu un regard furieux de la part de mon père. Finalement, leur avocat s'est redressé. Nous aurons besoin d'un moment, pour discuter de cela en privé. Ils ont quitté la pièce. Je suis resté assis là, les mains croisées, sans dire un mot. À l'intérieur, je ressentais ce calme étrange et satisfaisant,
qui vient quand on sait que le combat est déjà gagné. 10 minutes plus tard, ils sont revenus, leurs expressions soigneusement neutres. Nous sommes disposés à retirer la plainte, a dit leur avocat d'un ton guindé, chaque partie couvrant ses propres frais de justice. Mon avocat ne m'a même pas regardé, avant de répondre. C'est inacceptable. Nous avons des preuves évidentes d'intentions malveillantes, et nous poursuivrons notre contre-attaque, à moins de recevoir des excuses écrites, une rétractation publique de toutes les déclarations antérieures faites contre mon client. Et le remboursement intégral de ses frais de justice. La tête de Ryan s'est brusquement tournée vers mes parents. On ne va pas, si, on va le faire, a coupé ma mère, la voix étranglée, et ce fut tout. Dans cette pièce, ils ont cédé. Je n'ai pas haussé la voix, je ne me suis pas vanté, et je n'ai même pas regardé Ryan, alors qu'il était assis là, à fulminer. J'ai laissé la paperasse parler pour moi. À la fin de la semaine, j'avais la lettre d'excuse dans ma boîte de réception, une tentative maladroite pour paraître sincère, et le chèque de remboursement a été encaissé peu après. Mais ce n'était pas là la vraie vengeance. Le vrai coup de grâce est tombé, lorsque j'ai envoyé des copies des excuses, et des preuves incriminantes, à la poignée de proches qui m'avaient tourné le dos l'année passée. Aucune explication, juste les documents. En quelques jours, les coups de téléphone ont commencé à affluer, non pas de mes parents, mais de ces mêmes proches qui prenaient maladroitement de mes nouvelles, réalisant clairement qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux, car le but de la vengeance, ai-je réalisé, n'était pas de les reconquérir. C'était de m'assurer qu'ils comprenaient que je n'avais pas besoin d'eux, et qu'essayer de me détruire, n'avait fait que me rendre plus fort. Les retombées ont été rapides, et brutales. Mais pour une fois, je n'avais pas à m'en soucier. La nouvelle de ce qui s'était passé, s'est répandue dans la famille plus vite que je ne l'espérais. Ma tante, celle qui avait été si impressionnée par ma maison le jour où ils l'ont vue pour la première fois, m'a appelé à moitié en colère, à moitié sous le choc. Ils ont essayé de prendre la maison de leur propre fils. Elle n'était pas la seule. Des cousins, des oncles, et même ma grand-mère. Des personnes qui étaient restées silencieuses auparavant, se mettaient soudainement à parler. Le groupe de discussion familiale, dont j'avais été discrètement retiré il y a des mois, s'est transformé en champ de bataille. Des captures d'écran de la lettre d'excuse ont commencé à apparaître. Et à chaque fois que quelqu'un essayait de défendre mes parents, un autre parent balançait une citation de l'email, ou de cet enregistrement où Ryan se vantait. Pour la première fois de ma vie, l'image dorée que mes parents s'étaient construite, s'est fissurée en public. Ils ont cessé de se présenter aux réunions de famille, non pas parce qu'ils n'étaient pas invités, mais parce qu'ils ne supportaient pas les questions. Ma mère, qui avait autrefois adoré être le centre de l'attention, a commencé à éviter les appels de ses propres frères et sœurs. Mon père est devenu plus silencieux, plus gris d'une certaine façon. Il n'était plus l'homme bruyant et sûr de lui, qui se moquait autrefois de mon indépendance. Et Ryan, c'est lui qui l'a pris le plus durement. Ses soi-disant amis, ceux auprès de qui il s'était vanté de pouvoir empocher le pactole, ont commencé à prendre leur distance. Sans la maison, et sans l'accord financier, il n'avait rien à montrer, pour les mois qu'il avait passés à me tourner autour comme un requin. J'ai entendu par le bouche à oreille, qu'il avait quitté la maison de mes parents pour un temps, puis qu'il y était discrètement retourné, quand le loyer et les factures se sont avérés trop élevés. La suffisance que j'avais vue dans ses yeux, lors de cette conférence préliminaire, avait disparu. Maintenant, lorsque nos chemins se croisaient occasionnellement, généralement lors d'une obligation familiale inévitable, il osait à peine me regarder dans les yeux. Le chèque qu'ils m'ont envoyé, a couvert jusqu'au dernier centime de mes frais juridiques. Mais c'est la lettre d'excuse que j'ai gardée, rangée dans un tiroir. Non pas parce que j'avais besoin de validation. Ce n'était pas le cas. Mais parce que c'était une preuve. La preuve que, peu importe à quel point ils essayaient de réécrire l'histoire, il y a eu un moment où ils ont dû admettre qu'ils avaient tort. Je n'ai pas cherché à me réconcilier. Je ne suis pas passé à autre chose, au nom de l'harmonie familiale. Au lieu de cela, j'ai continué à construire la vie que je m'étais créée. Mon travail a continué de prospérer. Mon cercle d'amis proches est resté soudé. Et ma maison est restée exactement là où elle devait être, à moi. Parfois, quand je suis assis sous mon porche dans le calme de la soirée, je repense à ce premier dîner où je les avais invités, à l'époque où je croyais encore qu'ils pourraient être fiers. Je repense à la rapidité avec laquelle les masques sont tombés, quand ils ont vu ce que j'avais accompli sans eux. Et j'ai réalisé que la vraie victoire,
n'était pas seulement de garder ma maison, ou de gagner le procès. C'était de prouver, au-delà de tout doute, que je n'avais jamais eu besoin d'eux pour réussir. Et que, peu importe ce qu'ils essaieraient de faire, ils ne pourraient jamais m'enlever ça. Et c'est là que je me penche en arrière, que je souris intérieurement, et que je me dis, cette maison ne portera jamais leur nom.